Ils doivent, selon la mission qui leur a été assignée par leur fondateur Marcellin Champagnat, ils ont été chargés à la fois d'instruire au sens scolaire du terme, mais en même temps d'évangéliser. C'était la double mission de Marcellin Champagnat. Et ils l'ont fait partout où ils sont passés. Mais ils l'ont fait dans le sens de l'éducation de l'homme total. Ils ont aussi été des bâtisseurs au sens de constructeurs de bâtiments, parce que toutes les écoles qui restent aujourd'hui ont été faites par les frères maristes, et souvent sur leur fonds ou à partir de dons qui leur étaient alloués par des chrétiens, par des laïcs, etc. Alors donc, ils ont contribué à être finalement, parmi beaucoup d'autres, des bâtisseurs de la Nouvelle-Calédonie contemporaine. C'est dans la résidence des petits frères de Marie que nous nous retrouvons ici à Païta, à proximité du collège Sainte-Marie. Ce 3e numéro est consacré à l'œuvre de ces missionnaires qui ont fortement marqué l'histoire de l'enseignement en Nouvelle-Calédonie. Leur implantation, les établissements qu'ils ont créés, ce qu'ils laissent à la postérité, c'est le sujet que vous allez découvrir dans cette émission. Je vous propose dès à présent de retrouver frère Jean-Paul, l'un des 2 derniers missionnaires, dans son jardin. Bienvenue à la résidence Sainte-Marie. Cette communauté a été construite en 1981. Cette maison était prévue pour, au moins 12 frères. Actuellement, nous ne restons que 2 frères âgés à la retraite, encore en activité quand même. Attends, non. Les travaux manuels étaient importants pour le père Champagnat, notre fondateur. Dès qu'il y avait un groupe de jeunes candidats, il commençait par les envoyer au champ, au travail. Logement le soir, dans une grange, sur la paille. Si l'expérience était approuvée, donc le père Champagnat les accueillait. Et ce travail manuel a continué. Dans toutes les communautés, il fallait bien vivre. Les salaires, il n'y en avait presque pas. Toutes les tâches étaient faites par les frères. Il n'y avait pas d'autres personnes. Donc il y avait le frère cuisinier, le frère tailleur, le cordonnier, l'infirmier. Ça a été important pour nous, dès notre arrivée, d'avoir un espace. On a gardé cela. Tout le reste a été mis à la disposition de l'enseignement catholique, tous nos terrains. Nous disposons d'une chapelle qui a été construite aussi par nous-mêmes et par les jeunes qui étaient là à ce moment-là, nos jeunes novices. C'est un endroit important pour les frères de se retrouver 3 fois par jour au moins et être unis à toute l'Église. Les églises avaient été fermées pendant la Révolution française. On a cherché de nouveaux séminaristes. Le jeune Marcellin Champagnat a accepté de rentrer au séminaire. Il rassemblait tous ces jeunes de son quartier. Et parmi ces jeunes, il y en a un qui deviendra le Monseigneur Épal, qui fera partie de la première équipe de l'évangélisation des Salomon. Et Monseigneur Épal sera assassiné à l'arrivée, donc sur l'île de Salomon. Pour montrer le globe, la terre, il avait une pomme. Il a expliqué que de l'autre côté de la terre, il y avait des jeunes qui ne connaissaient pas le Seigneur. Champagnat, avec un autre groupe de séminaristes, se sont dit on va former un groupe pour être plus fort. Il y a déjà la compagnie de Jésus. Nous, on sera la compagnie de Marie.
donc Société de Marie, où il y aura des pères, des frères, des sœurs et des laïcs, tiers ordre de Marie. Le premier frère mariste qui est arrivé en Nouvelle-Calédonie, eh bien, il s'appelait le frère Bertrand. Il est arrivé en 1845, c'est-à-dire 2 années après Monseigneur Douar et ses compagnons pères maristes qui avaient débarqué dans la région de Mahamat à Balade. Et les pères maristes et la congrégation mariste en général avaient été chargés de l'évangélisation de toute l'Océanie occidentale et centrale, dont faisait partie la Nouvelle-Calédonie. Quand vous-même êtes-vous entré en religion et qu'est-ce qui a suscité votre vocation? À la fin de l'école primaire, il n'y avait pas de collège dans notre village. Et à 30 km de chez nous, il y avait justement ce collège tenu par les frères et un de nos oncles était frère mariste. C'est comme ça que je suis rentré au collège. Et pendant le cours de 5e, un frère est passé pour demander si on voulait être frère. Et à la rentrée suivante, donc j'ai pris le chemin du Juvénat. Et c'est comme ça que je suis arrivé le 24 août 70 à Nouméa. On était plus de 25 à l'île des Pins, 2 communautés sur Nouméa, 3 ou 4 ici sur Païta. Très vite, dès mon arrivée en 71, on avait quelques frères du pays. Et là, pendant les grandes vacances, ils sont tous partis. C'était la suite un peu de mai 68 et le début de la crise des vocations. En fait, votre formation, c'est celle d'un éducateur. Voilà, ça a été surtout éducateur. Bon, le responsable ici pendant 25 ans sur Sainte-Marie. Et à Sainte-Thérèse, là, c'était jusqu'à l'année où j'arrive, c'était la maison de formation. Donc c'était en partie sur place là-bas, et après les jeunes venaient aux études sur Sainte-Marie. Nous avons mis tous nos établissements, tous nos bâtiments à la disposition de l'enseignement catholique. Donc pour un franc symbolique, oui. On reste propriétaire du foncier, comme par exemple sur Païta. Sur Païta, donc tous les terrains du lycée Champagnat, ceux de Sainte-Marie, et à Port-la-Guerre, donc notre propriété, l'établissement du foyer Sainte-Thérèse à Port-la-Guerre. Les tableaux du Père Tépaz qui décorent la chapelle du lycée Saint-Marcellin Champagnat de Païta montrent l'importance des symboles dans les enseignements de l'ordre des frères maristes. Alors ce premier tableau représente donc la crèche. Pour le Père Champagnat, c'était une des premières places d'être près de Jésus, petit, simple, de vivre la vie cachée. Jésus qui s'est fait homme parmi les hommes. Avec notre première place au pied de la croix, comme Marie. Savoir porter notre croix chaque jour. La première place à l'autel. Ici, ça représente les disciples d'Emmaüs. Ils ont découvert Jésus à la fraction du pain. Jusque-là, leurs yeux étaient aveugles.
Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Une belle occasion de se revoir, de se retrouver chaque année pour cette occasion de la fête des fondateurs des frères maristes Saint-Marcelin-Champagnat. On s'était peu occupé de la jeunesse, de lui donner une instruction, une éducation, de lui donner les moyens de vivre. Alors je suis arrivé le 18 septembre 1969 à Tontouta et je gagnais donc le poste qui m'avait été assigné à l'époque, comme on disait, volontaire de l'aide technique, mais j'étais séminariste de la congrégation des Pères Maristes depuis déjà 6 ans et formé pour l'enseignement. J'assurais des cours à Saint-Léon même, à Sainte-Marie et à Blaise Pascal. C'est là que j'ai eu le frère Jean-Paul Delsalle comme élève en terminale scientifique. Au début, il a fallu même planter les pelouses, planter les arbres. Maintenant, bien, les élèves sont à l'ombre des arbres qui ont été plantés il y a bien longtemps. En 1973, quand je suis revenu comme prêtre à la demande de Monseigneur Klein à Saint-Léon de Païta, j'étais en communauté avec les frères, et particulièrement le frère Gustave Roth, le frère Amédée Plaisance, et des gens avec qui j'ai été heureux en communauté pendant des années, jusqu'à ce que j'en sois retiré, parce que j'étais nommé évêque auxiliaire de Nouméa. Les pères sont des prêtres, c'est-à-dire qu'ils ont été ordonnés au sacerdoce, alors que les frères, eux, ne font pas partie du clergé au sens de ceux qui sont chargés justement de tout ce qui est le service du sacerdoce. Donc les pères maristes ont été fondés en 1836 par le père Colin, et les frères maristes, eux, ils ont été fondés comme frères enseignants par le père Marcelin Champagnat, qui lui-même d'ailleurs était père mariste. Au départ, les pères maristes et les frères maristes étaient très proches, mais à partir de 1840, les frères maristes enseignants se sont développés d'une manière autonome par rapport aux pères maristes. Les frères maristes n'étaient pas que des évangélistes et des éducateurs. Ils étaient aussi les témoins de leur temps. Le frère Antonio, photographe des œuvres maristes, nous laisse une importante collection de photographies sur plaques de verre d'une grande qualité. Conservées aux archives de la Nouvelle-Calédonie, elles nous donnent une idée de l'importance de leur implantation dans le monde mélanésien de l'époque. Donc on a une photo, un portrait de lui, au pied d'un bananier, et une photo où il pose devant le pensionnat Saint-Léon quelques années à la fin de sa vie, ou quelques années avant sa mort, en compagnie d'élèves du pensionnat. Cet album est intéressant parce qu'il fait bien ressortir la vision de la Nouvelle-Calédonie telle que les maristes voulaient la montrer. Son œuvre civilisatrice, son œuvre dans l'éducation et bien sûr la conversion des populations indigènes au catholicisme. On a des photos des missions des églises construites sur la Grande Terre, sur les îles, et quasi systématiquement des photos des écoles de filles et de garçons. Cette photo prise à Saint-Louis, qui montre les filles de l'école de Saint-Louis en plein travaux ménagers, est symptomatique des prises de vue qui étaient réalisées à l'époque, puisque le temps de pause était très long, donc tout paraît figé, chaque image est vraiment construite. Il y avait évidemment la vie religieuse des élèves et les communions.
Donc là, on a la chance d'avoir deux beaux clichés de communion en 1901 à Païta. On notera que les élèves ont des chaussures, ce qui n'est pas forcément le cas sur tous les clichés de la même époque. Très souvent, lorsqu'une mission était près d'une rivière, on a systématiquement une photo qui est prise avec les élèves de la mission à la rivière. Dernier élément important qui se traduit dans les fonds photographiques, c'est l'action des frères maristes en faveur de la scolarisation des enfants de condamnés. À la ferme école de Néméara, cette photo a été prise dans ce cadre. D'ailleurs, un religieux figure bien sur l'image. Et tous les enfants qui sont ici sont des enfants de condamnés qui sont placés là-bas. Au musée de la Nouvelle-Calédonie se cache une collection toute particulière, celle du frère Antonino. Débarqué en Nouvelle-Calédonie en 1877, il avait pour passion la taxidermie qu'il pratiquait pendant ses temps libres. Il a été dans plusieurs centres, que ce soit à Bourail, à Néméara, il a été à Païta aussi, et il est décédé à Païta en 1902. Il est particulièrement reconnu justement pour la taxidermie parce que sa collection est partie à l'exposition universelle en 1900, représenter à la fois la Nouvelle-Calédonie et la taxidermie des frères maristes. Et il a eu un prix, a priori, pour cette collection. En 1903, le musée a acheté, parce que le musée existait déjà à cette époque-là, a acheté la collection du frère Antonino, justement parce qu'elle avait été primée lors de l'exposition de 1900. À la suite de ça, la collection était exposée à la bibliothèque Bernheim. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a eu ces étiquettes-là en papier avec le nom des oiseaux qui ont été ajoutés sur les oiseaux. En 1983, la collection était dans un pas très bon état, puis elle n'était plus du tout exposée. Elle a été donnée au parc forestier. En 2010, ils ont gardé quelques spécimens et tout le reste a été redonné au musée. Ce qu'on remarque en fait dans les spécimens qu'on identifie comme étant ceux d'Antonino, du frère Antonino, c'est que très souvent on se retrouve avec des socles de récupération. Des socles très, très simples, très modestes, des planches de bois, des chutes de brindilles qui ont été utilisées, qui sont clouées. C'est quand même très très simple. Il faisait avec les moyens du bord. Il y avait énormément de techniques qui étaient utilisées à l'époque. Ce qu'on sait, c'est que les techniques de taxidermie, et surtout pour les oiseaux, consistaient à enlever en fait, tout ce qu'il y avait à l'intérieur de l'oiseau pour garder la peau et les plumes, qui étaient ensuite traitées et ensuite remplies avec du coton ou avec de la paillasse, enfin, il y a différentes encore techniques. Je crois qu'il y a plus d'une centaine, 100 à 150 oiseaux. Ils n'ont pas été très très bien conservés. On a beaucoup d'animaux qui sont abîmés et qui ont subi aussi des infestations d'insectes. À l'heure actuelle, on les a tous désinfestés justement pour être sûr qu'il n'y en ait aucun qui garde encore des insectes, et c'est la chose principale à laquelle il faut faire attention. Ensuite, on les maintient dans des conditions stables d'humidité et de température pour éviter justement qu'ils s'abîment encore. On va faire attention à la lumière et à la poussière. Il devait instruire, éduquer et en même temps, il devait en faire des bons chrétiens de tous ces jeunes qui leur étaient confiés. Et ils font partie finalement de ces milliers de personnes qui ont contribué par leur travail, par leur action assidue à construire la Nouvelle-Calédonie d'aujourd'hui. Pendant longtemps, les élèves mélanésiens n'avaient pas accès à l'école publique. Les frères maristes furent les premiers à se consacrer à leur éducation. Ce sont des générations entières qui se sont installées sur les bancs de leurs écoles, réparties dans toute la Nouvelle-Calédonie. Ils se souviennent de cette période qui a laissé une empreinte forte dans leur mémoire. Je suis rentré en 1945 à l'école de Sainte-Marie et j'avais 7 ans. À l'époque, il y avait 2 classes, avec 2 divisions, la première division et la deuxième division de la première classe, et la deuxième classe, c'était pareil.
Je suis né en 1938. Et à l'école de Sainte-Marie, j'ai rentré à Sainte-Marie à l'âge de 10 ans, 48 jours. Comme nos parents n'avaient pas le moyen, depuis l'école bien sûr, alors tous les élèves allaient à Sainte-Marie, chez le frère Maris. Comme on était catholique, alors il fallait qu'on nous envoie dans une école catholique pour continuer l'enseignement, que le frère nous enseigne un peu plus. Le frère nous réveillait à 6 h le matin, et on faisait notre prière, et puis on partait avec la pioche sur le dos, la faucille, ou enfin. Et puis le soir, il fallait ramener tout ça. Il fallait planter pour manger, il fallait planter. Et je vais vous dire qu'on a fait des jardins partout. Sainte-Marie, Sainte-Thérèse, partout, il y avait des champs. Quand vous prenez l'école Sainte-Marie actuellement, la grande école là-haut, avant c'était une colline. Voyez. Mais ces collines-là, c'était tout redonné autour. Il fallait planter les maniocs, les petits pois, les haricots, tout. On est obligé de le planter pour vivre, pour manger. Voilà. C'était comme ça. C'est comme ça qu'aujourd'hui, si on est forgé, c'est grâce à ça. À l'époque, on entrait très jeune, je dis très jeune, parce qu'on était séparés de nos parents. Ben, on rentrait au mois de février, comme toutes les écoles, et on sortait en décembre. À cette époque-là, il n'y a pas de vacances. On ne connaissait pas ce qu'est les vacances. De 15 jours, de 1 mois. Le week-end, il fallait rentrer chez les parents, non. C'est 1 an, de février à décembre. Les frères étaient stricts à ce point-là. Voilà. Il fallait bien marcher droit. Et surtout, la religion. On avait la prière déjà le matin au réveil. Quand le frère tapait la main pour le réveiller, et puis on commençait par la prière. Bon. Après, il y avait la messe. Alors la messe à Sainte-Marie, c'était à Païta, au village, à l'église de Païta. C'est pour dire on passait beaucoup de temps à apprendre le catéchisme. Moi, j'ai fait ma première communion, j'avais 12 ans. Parce que, il y a la communion solennelle, il y avait toutes ces étapes-là à suivre. Et puis, il y avait la confirmation. Et tout ça, à chaque fois, il fallait une retraite de 8 jours. Et puis, on s'est présenté bien souvent devant l'évêque, En 1945, quand je suis rentré à l'école, on était 40-45. Et quand je suis sorti de terminer l'école, en 1958, on était près de 100 élèves. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est produit, c'est qu'ils ont présenté pour la première fois les élèves au certificat d'études. Là, ça m'a marqué, ça. Nous faire passer les maladies, jamais voulu. Puis ça s'est fait un essai, ça, là. Premier essai. Mais quand ils ont présenté les 5, il y avait 4 qui ont réussi. Moi, je voulais me faire frère. Ça faisait 1 an, 2 ans qu'ils parlaient d'ouvrir un juvénat pour former des frères maristes. Il y avait le français, il y avait le latin, mais surtout le français, parce qu'il fallait qu'on indique, il fallait être des instituteurs et tout ça, Celui que je vais attraper à parler la langue de Païta, alors c'était interdit, aussitôt qu'on entrait à l'école à Sainte-Marie, la langue, on l'a laissée à la tribu. Moi, je n'ai pas pu tenir parce que c'était ma vocation, donc on était nombreux. De tous les premiers, on était 18 en tout. On est rentré 9 de l'île de Pin. Et d'ici, il y a eu 9. Et aucun de nous a poursuivi, a pu arriver à se faire. C'était dur. On nous a mis sur ce chemin-là. Et on a toujours continué comme ça. Voilà. Et puis on ne regrette rien aujourd'hui, on ne regrette rien. On est bien, on vit bien.
Enfin, moi, je vis bien de l'éducation des frères maristes. Vous voyez? Alors, maintenant, les frères, ils ont tous parti, ils sont au cimetière, voilà. Mais l'éducation à eux, ça m'a apporté beaucoup de choses quoi, dans la vie. Vous voyez? Pour s'aimer les uns les autres, voilà. Mais par rapport à aujourd'hui, c'est terrible. Enfin, vous avez vu comme moi, hein. C'est malheureux d'en arriver là, quoi. Les enfants qui ne s'aiment pas après le cours, là, mais ça veut dire quoi, ça? Manque d'éducation. Manque d'éducation des parents. Mais nous, à notre époque, c'était pas ça. Voilà. Nous, l'éducation des parents et l'éducation des frères maristes, voilà. C'est comme ça. Voilà ce que je peux retenir de mon époque à moi, quoi. Hein. Surtout l'honnêteté, la discipline, surtout de la discipline, et aussi cet esprit qu'on garde toujours, cet esprit de partage, cet esprit d'amour. En Nouvelle-Calédonie, eh bien, il se trouve que l'enseignement privé, lui, continue à avoir une place très importante, et en particulier dans les populations océaniennes. Donc on peut considérer qu'il y aura peut-être à un moment donné un renouveau dans l'ensemble français, et puis qu'en Nouvelle-Calédonie, eh bien, l'attachement fera qu'on voudra toujours avoir cet enseignement confessionnel. Je pense que l'avenir est, de ce point de vue-là, devant nous. Mais moi, j'en prendrais bien un petit peu, mais pas la moitié. Merci. Pas la moitié. Merci bien.